Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père, avec Charles Gave, toujours le même, mon meilleur invité, comme dit Léonard. Alors aujourd'hui, on a décidé de faire un petit arrêté des comptes. Vous savez, souvent, quand on est à l'école, on revient sur ce que l'on a appris. Et là, c'est formidable parce que l'actualité nous permet un petit peu de revoir donc tout ce qu'on a réappris pendant ce trimestre, avec simplement sur faisons un point dans l'actualité. C'est absolument phénoménal ce qui nous arrive. Je crois que dans l'histoire, ça n'est jamais arrivé. Donc on va reprendre point par point ce qui est en train de se passer dans notre monde aujourd'hui. Donc prenons par le début. Ça commence par point numéro 1. Point numéro 1, on a une guerre en Ukraine, hein, ça c'est pas nouveau. Donc la guerre en Ukraine qui nous permet donc d'avoir... Donc on sait déjà que ça va pas. Bon, la deuxième chose, c'est que la Chine a fermé son économie pour des raisons de virus. Je lis, hein. On a fait un petit état des lieux là. La troisième, c'est qu'on a une crise énergétique, ce qui ne surprendra pas les auditeurs. On a ce qui nous a amené à une crise inflationniste. Dans les marchés des actions, les valeurs qui avaient permis aux gens de s'en sortir depuis 5 ou 6 ans, c'est-à-dire ce qu'on appelait les GAFA ou les je ne sais plus quoi en français, sont en train de se péter la gueule à tout le mieux. Donc les pauvres les marchés obligataires en Europe et aux États-Unis se viandent de façon considérable. Le yen et le Korean won, qui sont la concurrence pour les États-Unis, si vous voulez, l'appareil industriel, pour l'Europe, l'appareil industriel coréen et japonais, c'est à peu près la seule chose qui nous fasse concurrence dans le monde, parce qu'ils font à peu près la même chose que nous, aussi bien que nous, et maintenant beaucoup moins cher. Donc l'un des ancres de stabilité qui était la monnaie chinoise commence à vaciller un peu, surtout contre le dollar, pas contre les autres. On a une crise de liquidité sur le dollar dont je vous ai parlé. Et l'Allemagne, comme toujours, a décidé d'avoir une guerre sur 2 fronts, ce qui les assure de se faire ratatiner dans chacune des guerres qu'ils mènent, parce qu'en principe, mener une guerre sur un front, c'est dur, mais sur 2 fronts, c'est très dur. Donc la première des guerres, c'est que ils ont le machin contre l'Ukraine, et la deuxième, c'est qu'ils ont décidé, ils souffrent de la crise énergétique en d'autres sortes, mais ensuite ils ont décidé non seulement de voir cette guerre, mais aussi de mener une guerre contre la pollution, avec le développement durable, le développement durable et tous ces trucs-là. Donc aujourd'hui, vous avez les grands patrons allemands qui sont tous en train de se jeter par la fenêtre, quoi, en disant c'est pas très malin. Et puis on a aussi une implosion des cryptos. Une implosion des cryptos, parce que comme plus personne n'a plus un rond, ils sont bien obligés de prendre quelque chose. Vous savez, dans les marchés baissiers, on vend pas ce qu'on doit vendre, on vend ce qu'on peut vendre. Hein. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Il y a des tas de choses qui deviennent abordables. On a le FMI qui est à Colombo, et on a les spreads qui se tentent entre l'Allemagne et l'Italie en Europe, etc. Donc tout va bien, la situation est sous contrôle, parce que c'est ce que nous a dit ce matin, mais on va en parler plus loin, monsieur Villeroy François de Galhau, qui a décidé qu'il était très fâché que l'inflation soit, je ne sais pas quel niveau, 5%, 6% en France, j'en sais rien. Elle est décrétée à 4,8, mais bon... Bon, on ne fait pas très attention. Et qui s'engageait à ce qu'elle soit de retour à 2% d'ici 2024. Mais monsieur Villeroy de Galhau, il ne sert plus à rien puisqu'il est à la Banque de France. Tout est décidé à la Banque européenne. Donc, soit il nous prend pour des imbéciles, soit c'est lui qui l'est. Donc, avec Emmanuel, on a décidé de lancer un grand concours à partir de maintenant. Dans chacune de ces émissions, on va sélectionner la déclaration la plus stupide qui a été faite par un responsable français. Je crois qu'on va avoir plein d'opportunités. Et à la fin de l'année, on fera un gros concours pour savoir celui qui a été le meilleur, repérer à chaque fois le meilleur, et puis je l'inviterai à déjeuner. Voilà, donc ça a été commis dans l'émission C'est dans l'air, je crois. Et effectivement, monsieur François de Galhau, Villeroy de Galhau, est donc arrivé en disant oui, je crois que je l'ai retweeté, mais je m'y engage. L'inflation, c'est notre affaire, dit-il en tant que directeur de la Banque de France. Gouverneur de la Banque de France, mais on n'a plus aucune souveraineté monétaire. Alors à quoi il sert d'abord? Donc soit il n'est pas au courant qu'il sert à rien,
Et dans ces cas-là, on est quand même sur un cas de distorsion de personnalité qui est un peu embêtante. Soit il le sait pertinemment et il nous raconte des calembres d'âne. Dans les deux cas, je trouve quand même ça atterrant qu'aucun des journalistes sur le plateau, enfin encore une fois, c'était Monsieur Cohen, donc voilà, donc journaliste, ne prennent la parole et ne disent mais enfin, vous savez bien, monsieur, que la Banque de France aujourd'hui... elle a une voix à la BCE, et puis voilà. Une voix à la BCE, et encore une fois, ils ont imprimé, absolument, ils devraient savoir ça, quand même, les journalistes de plateau, comme des gorées depuis 18 mois, confèrent l'émission avec Anis Ladjev l'an dernier, dans lequel vous en parliez, on le sait. Ils ont imprimé. Cet argent a créé une inflation monétaire. En plus, parallèlement, Monsieur Villeroy-François de Galhau a l'air d'ignorer que la crise énergétique qui arrive est difficilement sous contrôle ou même contrôlable. Donc, quand bien même le voudrait-il, en tant que gouverneur d'une banque, même en imaginant qu'on soit en 74, que je sache en 74, ils n'ont rien pu faire du tout devant la crise énergétique. Ben, quand si le pétrole passe de $2 à $30, le gouverneur, il peut sauter sur sa chaise en criant « inflation, inflation », ça ne changera rien du tout. Donc, on est dans un monde où ces types ont une espèce de fatuité qui me laisse pantois. Ils rentrent dans une sorte d'incantation divinatoire et ils se permettent, mais on l'a vu avec #Bruno est un génie, c'est-à-dire ils disent des choses qu'ils savent fausses, avec fatuité, devant tout le monde. Aucun des journalistes de plateau ne reprend les propos, ne serait-ce que, mais je veux dire, par éthique, de dire, mais enfin, logiquement, moi je sais pas, mais sans être d'un bord politique, tu dis, mais enfin, logiquement, ce que vous dites n'est pas possible, c'est idiot. Et non, tout le monde est là, tranquillou, que chacun fait sa journée, continue comme si de rien n'était. Je trouve ça absolument fascinant. De toute façon, cette émission, c'est une émission de la Pravda sur la 5. Je suis à chaque fois très, très étonnée. Donc, écoute, j'aimerais bien, avant que je m'énerve un peu plus, parce que j'ai franchement envie de leur mettre des baffes Donc, ça va être un concours. Donc, chaque semaine, on va reprendre ce qui, pour moi, aura été la déclaration, parce que Charles n'est pas trop sur les réseaux, même il n'y est pas du tout, sauf les trucs que je l'envoie moi, parce que ça me fait rire, donc j'en envoie 15 par jour, et des vidéos de chats, mais ça, c'est un autre dossier. Donc, sur les vidéos sérieuses, toutes les semaines, on mettra ce qui m'a semblé être la meilleure. Et puis, en fin d'année, on vous proposera de faire un tirage au sort. Et Charles désignera le vainqueur à son avis, celui qui a le mieux... suivi l'actualité. L'actualité des déclarations des génies qui nous gouvernent. Et n'hésitez pas à m'en soumettre sur Twitter si vous trouvez des citations comme celle-là. Alors, il y aura les candidats habituels, si vous voulez, Attali Minc, Bernard Henri. Oui, bien sûr, on peut les ceux-là, ils sont peut-être déclarés hors concours. On essaiera peut-être de trouver des personnalités un peu plus intéressantes. Quoi. Là, on en tient. François Villeroy de Galhau, c'est très très bien. Bon. Alors, on va reprendre le narratif, point par point, de pourquoi c'est Et les emmerdements volent toujours en escadrille. Voilà, pourquoi les emmerdements volent en escadrille et pourquoi c'est pratiquement une situation de jamais vue. Et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Donc, point numéro 1, la guerre en Ukraine. Bon, alors, la guerre en Ukraine, on peut pas dire... Bon, on va pas revenir sur la guerre à proprement parler. Pourquoi l'OTAN? Pourquoi les accords de Minsk? C'est pas la question. Mais la guerre en Ukraine, qu'est-ce que ça apporte comme restriction? On a vu déjà, là, en ce moment, tu as dû le voir, en entendre parler, parce que même si tu fais pas les courses, qu'il y a un problème sur l'huile, par exemple, sur l'huile de tournesol. Mais il va y avoir des problèmes partout, parce que... Je cherche le terme shortage en français. Pénurie. Pénurie. Il va y avoir des pénuries partout, parce que la Russie, par exemple, est un des plus gros exportateurs d'engrais. Bon. Or, les engrais, pour des raisons X, Y ou Z, il y a une pénurie d'engrais qui se profile à l'horizon depuis 2, 3, 4 ans. Oui. Tout le monde a vu arriver. Hein. C'est pas... Ce qui n'est pas sans incidence sur le Sri Lanka. Parce qu'ils n'avaient plus assez d'argent pour s'en payer, du coup les récoltes sont moins bonnes, du coup ils ne peuvent pas exporter, du coup on rentre dans un cercle vicieux. Voilà, c'est ça, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on va avoir les récoltes agricoles risquent d'être bien moins bonnes que d'habitude, simplement parce que l'engrais n'était pas disponible. Voilà. Surtout pour les pays les plus pauvres. Surtout pour les pays les plus pauvres. Mais alors, il y a des pays pauvres qui produisent, donc eux, ils vont la sauter, si je veux dire. Mais enfin, ils pourront bouffer ce qu'ils ont au moins, mais ils ne pourront pas exporter. Mais alors, les pays qui ne produisent pas assez pour se nourrir eux-mêmes, ceux-là, ils vont être dans une situation impossible, parce que le prix
Et on pense à l'Égypte, on pense à... J'ai déjà, parce que je regardais, je ne sais plus, France 24 ou quelque chose comme ça, il y avait une journaliste tunisienne qui disait qu'il y avait déjà des pénuries alimentaires. Très graves en Tunisie, oui. Très graves en Tunisie, qui sont déjà perceptibles pour la population. Et on est l'été. Donc ça va aller, arrive octobre, novembre, décembre, et ça va commencer à souffrir. Et donc, la première des choses dont il faut se rendre compte, c'est que c'est pas vraiment cette guerre qui a créé ça, mais ça fait des années que, encore une fois, sous la pression des écolos, on a décidé qu'il fallait plus investir dans les usines d'engrais, qu'il fallait plus investir dans les engrais, qu'il fallait plus investir dans les mines de cuivre, qu'il fallait plus investir dans ceci. Donc, ça fait des années qu'on n'investit plus dans le maintien de notre appareil de production, aussi bien agricole qu'industriel. Qu'énergétique. Et donc, c'est maintenant que ça arrive. Et ça va avoir des répercussions terribles sur les pays qui sont le plus à la limite. Mais ça, c'est la vraie question, parce que toutes les grandes dépenses étatiques, toutes les hausses de dépenses étatiques qu'on a depuis 30 ans, en plus, sont allées à des dépenses de fonctionnement. Et à des transferts sociaux. On n'a pas fait d'investissement. On a arrêté, par exemple, le nucléaire. On n'a fait aucun investissement et c'est perceptible dans l'armée, c'est perceptible dans l'éducation, c'est-à-dire que tous les domaines, ou même l'infrastructure de base étatique, la recherche, tous ces points-là n'ont pas fait l'objet de transferts de fonds ou c'est allé complètement dans le c'est-à-dire qu'on a beaucoup dépensé, par exemple, pour les études sociologiques du CNRS, mais on a assez peu dépensé dans les études scientifiques du CNRS. Donc on a développé toute une série de ce que j'appelle des faux boulots, qui sont des gars qui font des rapports que personne ne lit, sur des sujets qui n'intéressent personne, à la place, je sais pas, d'essayer de trouver de nouvelles molécules pour les engrais ou des choses comme ça. Donc, on a eu des gouvernements depuis des années, gouverner c'est prévoir, qui n'ont rien prévu, qui n'ont fait que distribuer, et qui ne maintenaient pas l'outil qui leur permettait de distribuer. Et là, le lundi prochain, enfin, au moment où vous écouterez ça, ce sera déjà publié, puisque là, on est vendredi, ce sera publié lundi, et que ça, vous le verrez le jeudi suivant. Mais je suis en train de faire une comparaison pour le papier de l'Institut des Libertés lundi, entre la France et la Suède, et vous voyez, c'est absolument effroyable. C'est-à-dire que les Suédois n'ont pas fermé, ils se sont occupés des vieux, mais ceux qui étaient... mais c'est tout. Et puis, rien n'a fermé. Et vous regardez le déficit budgétaire suédois, il n'a pas augmenté, la dette n'a pas augmenté. Alors, les gens disent souvent, oui, mais la Suède n'a pas du tout le rapport démographique que l'on a. Ils ne sont pas du tout la densité. Alors, j'aimerais juste dire que quand tu es à Stockholm et que tu prends le métro, tu es à Stockholm et tu prends le métro. C'est pareil que si tu prenais le métro à Paris. Je veux dire, tu es dans le métro, tu vois, ça se passe. C'est vrai que c'est un très grand pays avec une petite population, mais la population... Elle est concentrée à Stockholm, à Malmö, à Göteborg, et dans une ville universitaire, mais ils sont aussi tassés que chez nous. Le reste est vide, mais ça n'empêche que là où ils vivent, ils sont tous tassés. Donc ça n'a rien à voir. Et quand tu as l'université pareil qu'ici. Tu vas au resto, c'est pareil. T'as pas un kilomètre entre les tables. Je vais vous montrer simplement l'extraordinaire incapacité, incompétence des gens qui nous gouvernent par rapport aux gens qui nous gouvernent en Suède. C'est-à-dire qu'ils ont des comptes courants excédentaires, ils ont un budget excédentaire, la dette a diminué de 10 points de base depuis 10 ans, enfin bref, tout va bien en Suède, et nous, tout va mal. Et on a été dans la même zone, on a été dans l'Europe tous les deux, donc c'est simplement la preuve extraordinaire de l'incroyable incapacité des gens qui nous gouvernent. Et ils ont leur monnaie. Ils ont leur monnaie, eux aussi. Et que tu es à peu près au niveau où elle était il y a 10 ans, ou il y a 20 ans. Quoi. Donc ils ne sont pas dévalués comme des malades. Quoi. Donc la première des choses dont il faut se rendre compte, c'est qu'on va vers des grands malheurs, mais que ces grands malheurs sont le résultat de l'incapacité des gens qui nous gouvernent. Alors, le deuxième point, c'était la Chine qui a tout fermé. Parce que là, on a tous vu des reportages absolument dramatiques avec des Français qui ont traîné sur 25 mètres parce qu'ils essayaient d'arriver jusqu'à leur ambassade. Et alors, il y a une explication peut-être un petit peu signeuse, mais pas inintéressante, de aussi pourquoi la Chine aurait tout fermé. Alors ça, c'est parce qu'on est très complotiste sur cette chaîne. Ah oui, sur cette chaîne, c'est pas qu'on est complotiste, c'est qu'on écoute des gens, puis les complotistes et les non-complotistes,
Et on se rend compte que depuis à peu près 18 mois, 2 ans, c'est les complotistes qui ont toujours raison et les non-complotistes qui ont toujours tort, quoi. Donc on finit par écouter avec un peu plus d'attention les complotistes que les autres. Et il y a certains de ces horribles complotistes qui soumettent l'idée que dans le fond, les Chinois ne peuvent pas aider les Russes. Officiellement. Officiellement. Mais qu'ils peuvent les aider non officiellement. Et que la meilleure façon de les aider, puisqu'on a une crise inflationniste, c'est d'arrêter la production en Chine, puisque c'est à peu près eux qui font tout. Vous savez, c'est devenu l'usine du monde. Donc s'ils arrêtent de produire pendant 2-3 mois, au moment de Noël, il n'y aura rien sur les étagères nulle part dans nos pays. Et il est à craindre que l'inflation soit 10, 15 ou 20%. Quoi. C'est puisque... Mais non, parce que M. Villeroy de Galhau s'y est engagé. M. Villeroy de Galhau, je sais pas comment. On sera à 2, bien évidemment. Et en plus, ils ont leur grand congrès pour le 100e anniversaire, ou je ne sais plus quoi, du Parti communiste chinois qui aura lieu en octobre, en novembre. Ils vont donc certainement rouvrir cet été, de façon à montrer que tout va bien, qu'ils ont contrôlé le... Et à ce moment-là, au moment où ils rouvrent... Terrasser le dragon. Ils ont retracé le dragon, là, l'horrible Covid, qui tue plus personne d'ailleurs, mais qui n'a jamais été un problème. Et à ce moment-là, dès le moment où l'économie redémarre, la consommation de pétrole dans le monde va augmenter entre 2 et 3 millions de barils par jour de la part de la Chine. Elle va reprendre ses activités. Elle va reprendre ses activités. Et à ce moment-là, il n'y a absolument pas assez de pétrole dans le monde. Donc on sait que dès que la Chine rouvre, le pétrole va à 150, 200, 300, je ne sais pas à quel niveau il va aller, mais ça va être horrible. Donc cet automne, au moment des élections aux États-Unis, on va avoir le prix du baril passant au travers du toit et rien sur les étagères. C'est les midterms. Et donc il est probable que les va-t-en-guerre qui sont au pouvoir en ce moment aux États-Unis vont peut-être pas faire un si bon score que ça aux élections, quoi. Donc c'est une horrible conspiration, hein. Je n'en crois pas un mot, vous savez, mais vous savez ce que je suis un homme très prudent, mais je me demande si de temps en temps, ce serait peut-être pas une mauvaise idée, quoi. En attendant, on va se retrouver avec rien sur les étagères, quoi. Alors, 3e, la crise énergétique. Tu viens d'en parler incidemment, puisque de fait, la Chine, quand elle rouvrira, va faire une sorte d'appel, quoi. Ça va faire comme un mini tsunami, c'est-à-dire que d'abord la vague c'est absolument extraordinaire, est appelée, et ensuite elle est relâchée. Elle est relâchée, mais ensuite, les Chinois, ils peuvent acheter parce qu'ils ont plein de pognon, mais ça veut dire qu'il y a des tas de pays qui ne pourront pas acheter. Oui, avec un baril à 150, j'imagine que les pauvres Sri Lankais qui sont en train de faire faillite, ils vont avoir du mal à se payer de quoi mettre quoi que ce soit. Donc, mais surtout, encore une fois, je l'ai déjà dit ici, je le répète, à cause de les mesures pour l'écologie, là, on a cessé toutes les recherches sur les énergies fossiles, charbon, pétrole et gaz, et on a aussi arrêté pour des raisons quasiment religieuses tout ce qui était atomique, et on a investi la différence, c'est-à-dire à peu près 600 milliards de dollars par an, dans des machins qui servent à rien. Et donc, encore une fois, on trouve derrière cette crise énergétique une incroyable impréparation de nos milieux politiques en Europe. Et vous devriez voir, donc ce jour, on est jeudi, je ne sais pas quel jour, le 11 ou le 12, le 12 oui. Le 12 ou le 13 Le 12. On est le 12, jeudi 12. Mais les déclarations que viennent de faire les grands responsables économiques, les patrons des grandes firmes allemandes, du style Siemens, etc., les types, ils sont dans un état, ils disent, mais vous vous rendez pas compte de ce qui va nous arriver? C'est-à-dire que si les Européens disent, alors, on va plus acheter de pétrole russe, parce qu'on n'en a pas vraiment besoin, puis on peut le trouver ailleurs, soit, tant que les Chinois ne l'achètent pas. Très bien. Et puis d'ici 1 ou 2 ans, ça nous prendra 1 ou 2 ans, mais on va arrêter aussi d'acheter du gaz russe. Mais est-ce qu'ils s'imaginent, ces imbéciles, que les Russes vont attendre 2 ans pour arrêter les livraisons de gaz? S'ils les arrêtent aujourd'hui, l'économie allemande s'arrête aujourd'hui.
Donc vous êtes en train de dire, on ne se servira plus de vous dans 2 ans. Ben, le type va dire, écoutez, si ça vous fait rien, on va arrêter aujourd'hui. Hein. Ouais. Enfin, je sais pas, ça me paraîtrait... je vais vous attaquer dans 2 ans. Si ça vous fait rien, je vais vous attaquer aujourd'hui. Quoi. Le seul truc, c'est est-ce que... Enfin, à mon avis, ils vont attendre d'avoir une solution pour se retourner avant de dire je vais voir ailleurs. Parce que... Bon, ils s'en foutent, ils ferment le robinet, ils laissent le gaz dans les trous. Et aujourd'hui, le chiffre d'affaires des exportations d'hydrocarbures de la Russie n'a jamais été aussi élevé. Ils continuent à exporter. Ils exportent moins, mais à 2 fois le prix. Oui, donc ils s'y retrouvent. Donc ils sont très 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 contents, et ça va, on garde nos réserves, et en plus on vit mieux. Alors, où est le problème? Donc on est gouverné par des gars qui... Je sais pas, je comprends pas ce qu'ils essayent de faire. Je crois qu'ils n'ont pas d'idée. Je crois qu'ils s'imaginaient tous qu'il suffisait qu'ils fassent les gros yeux pour que tout le monde se couche, mais... Faire les gros yeux à la Russie, vous savez, c'est un très gros ours, hein, il ne faut pas l'embêter, quoi. Moi, je sais pas, je peux raconter une petite anecdote, c'est que j'avais un père qui était officier, qui était en Angleterre à un moment, et puis il a rencontré dans une conférence que faisait le maréchal Montgomery. Vous savez, c'était le vainqueur d'El Alamein, c'était le général britannique qui a été le meilleur pendant la Seconde Guerre mondiale. Et alors, c'était pendant les années 50, et on lui a dit, qu'est-ce que vous espérer faire, que vous comptez faire contre la Russie qui présente un danger militaire. Il a répondu, la Russie, I don't do Russia. Parce que tous ceux qui ont essayé de faire Russia, ils se sont pété la gueule. Donc, il y a des pays que vous emmerdez pas. L'Afghanistan en est un. Oui. La Russie en est un deuxième. Je veux dire, il y a des pays, je sais pas, qu'il faut pas aller, ou à qui il faut pas aller chercher des noises, quoi. Or, ça fait 8 ans qu'on essaye d'emmerder la Russie avec l'Ukraine, avec le Donbass, avec tout ça. Donc, il y a quelque chose que je comprends pas, c'est une espèce de fatuité en s'imaginant qu'on va gagner. Tous ces gars qui ont perdu la guerre en Irak, en Syrie, au Vietnam, etc., ils sont en train de nous expliquer que they are going to do Russia. Tu vois, ils vont s'occuper de la Russie. Si j'étais en train de sortir de la tranchée parce qu'ils m'ont dit d'y aller dedans, je serais pas bien content parce que je suis pas certain qu'on va gagner. Mais je dis pas que c'est bien ou c'est mal. Je dis qu'il y a stratégiquement, you don't do Russia. Je veux dire, attaquer la Russie, c'est... You do not poke the bear. You do not poke the bear. On donne pas des coups à un grizzly quand on est soi-même en culotte courte, quoi. Oui. Donc il y a mais vraiment des tas de choses que je comprends pas aujourd'hui. Qui sont les gars? Ils n'ont aucune connaissance historique, ils n'ont aucune connaissance géopolitique, ils comprennent rien. Je sais pas. Alors ça nous amène au 4e point qui était la crise inflationniste. La crise inflationniste, elle fait que commencer. Enfin, on l'a vu, en tout cas, encore une fois, je me réfère à cette vidéo qu'on avait fait ici à l'époque où le studio était différent avec Anis Latchev qui était en visio. On était quand même certain que cette crise inflationniste arrivait déjà dans la mesure où la BCE et la Fed imprimaient comme des gorées. Donc à partir du moment où tu as une impression monétaire, tu sais que tu vas avoir une crise inflationniste. L'inflation, c'est toujours et partout, comme l'a dit Milton Friedman, on a fait une émission sur ce qui était l'inflation, c'est toujours et partout un phénomène monétaire. C'est-à-dire que vous faites monter la quantité de monnaie par rapport à la quantité de biens ou services à acheter. Alors apparemment, il y avait une volonté d'euthanasie du rentier de la part de l'Allemagne, c'est-à-dire de faire en sorte que les capitaux... C'était pas tellement, c'était les Américains qui voulaient faire l'euthanasie du rentier, et les Allemands, qui n'avaient plus la Bundesbank pour les défendre, sont tombés sous la coupe d'un banquier central italien qui a décidé que, d'après tout, il était prêt à se battre jusqu'au dernier Allemand, mais en même temps, pour sauver l'Italie. Et maintenant, il est Premier ministre pour le récompenser. Service rendu. Pour service rendu. Mais... l'inflation, c'est toujours un phénomène monétaire. Donc vous avez doublé la quantité de monnaie des États-Unis. Je crois que 80% des dollars émis depuis l'indépendance des États-Unis ont été émis dans les 5 dernières années. Oui, j'ai lu ça aussi. C'est quand même ça vous dit qu'il y a eu un léger problème de la machine s'est emballée. Donc vous mettez plein d'argent, mais ensuite cet argent, il est là. Mais oui, tu peux pas faire rentrer le dentifrice dans le tube. Non. Alors la première étape, c'est toujours une hausse des marchés des actions. Oui. Parce que les gens disent j'ai plein de pognon, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'en fais? J'imagine l'immobilier dans une certaine mesure. Voilà, je vais changer d'appartement et je vais m'acheter un liquide, tu vois, c'est les deux trucs que tu fais.
La deuxième, c'est que ça va dans l'indice des prix de détail. Les gens commencent à gueuler en disant « mais ça va pas du tout votre truc ». Oui, le beurre a augmenté, l'huile, etc. Voilà, bon. Et la troisième étape, c'est que tu dis « mais la monnaie qu'on me donne pour le paiement de mes services, j'en veux pas ». Et à ce moment-là, ça se termine toujours par une pétée de hausse pas possible de l'or, par exemple. Et donc, on a eu la première étape, et ils sont stupéfaits d'avoir la deuxième. Et ils n'ont pas encore revu arriver à la troisième, c'est-à-dire que leur monnaie va s'écrouler. Et donc, mais qui sont ces gars-là? Je reviens toujours à la même chose, mais qui sont-ils? Quels sont leurs réseaux? mais qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Enfin, ils ont... Je sais pas, je suis stupéfait. Donc là, on est à quel moment dans la courbe? On est dans le moment où... On est en train de passer, ça montait les marchés des actions, tout le monde était content, et l'immobilier. Maintenant, c'est le prix de l'huile et des frites qui commence à monter, ça va pas du tout. Et on va avoir ensuite effondrement de la monnaie. On va avoir derrière l'effondrement de la monnaie, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Donc les Français ne pourront plus aller en Thaïlande. Mais par contre, les Thaïs pourront venir en France. Oui, notre niveau de vie va s'écrouler. En fait, aussi, ce qui se passe, c'est que, bon, le beurre va augmenter, ainsi de suite. J'imagine que ça sera quand même majoré dans une certaine mesure. En revanche, proportionnellement, notre iPhone va devenir intouchable. C'est-à-dire qu'on va acheter des téléphones qui téléphoneront à la place d'être des ordinateurs. C'est-à-dire qu'on pourra plus payer tous les produits d'import. Non, ça va beaucoup baisser. Ça va beaucoup... Bien sûr. Il va y avoir des effets de substitution, mais oui, on pourra plus aller... C'est peut-être le moment de s'acheter une maison dans la Creuse, où elles doivent pas être chères en ce moment, parce que vous aurez peut-être besoin de faire pousser des tomates là-bas, quoi. J'en sais rien, puisque les tomates viendront plus d'Hollande. D'ailleurs, elles étaient dégueulasses parce qu'elles étaient faites dans des serres. Vous pourrez faire... Ils ont beaucoup augmenté, les tomates. Oui, puisque les tomates, c'est que de l'énergie transformée en Hollande. Parce que la Hollande fasse plus de tomates que la France, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Mais c'est qu'ils ont fait des serres absolument gigantesques, qui sont chauffées au gaz. Et le gaz, il a peut-être un peu augmenté. Alors, cinquième point, l'implosion des GAFA. L'implosion des GAFA, alors là, c'est quelque chose d'un tout petit peu technique. C'est que les GAFA sont ce qu'on appelle des valeurs de croissance, c'est-à-dire des valeurs dont vous pensez qu'elles vont continuer à croître pendant des décennies, qu'elles gagnent de l'argent, etc. Et ces valeurs-là ont tendance à être très chères. Et plus les taux d'intérêt sont bas, plus, en quelque sorte, il n'y a pas de différence entre un dollar que vous gagnerez dans 10 ans et un dollar que vous gagnerez aujourd'hui. C'est le mécanisme de l'escompte du taux. Bon. Je pourrais expliquer ça un jour parce que c'est une notion très importante. Mais alors, s'il commence à y avoir de l'inflation, les taux vont monter. Oui. Donc, un dollar à gagner dans 20 ans, il va baisser beaucoup de valeur parce qu'on va l'escompter, il va beaucoup baisser de valeur. Donc, les valeurs de croissance, quand l'inflation augmente, sont les premières à se ratatiner. Donc, c'est la preuve que les marchés des actions sont en train de prendre en compte l'arrivée d'une inflation incontrôlable. Donc, la courbe dont on parlait, qui montrait aussi que le marché des actions était tenu par cette crise inflationniste. Au début, par la liquidité. Oui. Vous savez, c'est la vieille blague que je dis, vous savez, c'est un métier très facile, celui que je fais. Je vais le dire rapidement. Il faut savoir s'il y a plus d'idiots que d'argent, plus d'argent que d'idiots, quoi. C'est la vieille blague de boursière. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'idiots que d'argent, puisque l'inflation elle-même bouffe de la liquidité. C'est-à-dire, j'ai fait le plein de mon scooter aujourd'hui, il est passé de 9 à 12. Vous me direz, ça ne change pas ma vie, mais il y a des tas de gens pour lesquels payer 25% de plus ou 33% de plus pour leur voiture qui leur permet d'aller au boulot à 35 km, ça change leur vie. Et donc ces gars-là, ils vont pas s'acheter autre chose. Et donc, automatiquement, la demande baisse, c'est-à-dire que l'inflation génère sa propre fin. À un moment, si j'ose dire, tu continues à imprimer, mais les prix montent encore plus vite que ce que tu peux imprimer, donc en fait, la liquidité baisse. Oui. C'est-à-dire et à ce moment-là, c'est là où tout le monde saute par la fenêtre, quoi. Et on est en train d'arriver à ce moment-là. Mais que ces gars-là l'aient pas su, c'est... je sais pas... Ils avaient qu'à lire Cantillon. Cantillon, ça a été écrit donc au début du XVIIIe, par un économiste irlandais qui écrivait en français, qui était remarquable, qui a fait une énorme fortune, en shortant les marchés au bon moment. Mais donc ça fait à peu près quoi, 1800, c'était en 1715, 1815, 1915, 2015, ça fait 300 ans que tout le monde sait ça. Et eux, ils ne le savent pas. Tu sais, je finis par croire que dans nos départements, dans tous les gens qui dirigent,
personne n'a véritablement de vision. On est tellement géré par des inspecteurs des finances qu'en fait, les gens s'attellent à faire... Regarde le débat présidentiel entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Les questions étaient débiles, mais je veux dire, on s'est retrouvés à parler de trucs. Est-ce que la TVA ramenée au pourcentage de 8% sur les ménages de 15-25 ans qui eux-mêmes ont un taux préférentiel? Tu dis, mais de quoi on parle? Alors, c'est pas ça gouverner un pays. Qu'il y ait 20 personnes en France qui soient capables de faire ça, je suis contente pour eux. Mais c'est pas ça gouverner un pays, effectivement. Et c'est quand même d'avoir une vision qui englobe absolument les thématiques et qui soit peut-être un peu plus macroéconomique. J'en ai rien à faire de savoir que 2% de la TVA ramenée au taux corrélé, c'est pas intéressant. D'abord, c'est pas intéressant et ça n'a aucun impact. C'est-à-dire, ils pensent tous qu'il faut virer le boulon, c'est la boîte à outils de Hollande, vous savez, j'ai ma boîte à outils, là. Et donc je vais monter ci, baisser là et tout, mais ça change rien, tout ça, c'est des astuces. Et moi, je peux raconter une petite anecdote qu'un de mes amis qui avait travaillé pour Reagan m'avait raconté, mais Reagan lui dit, il faut que vous vous occupiez de ça, et donc il revient quelques temps après avec un projet, je sais pas de quoi il vient s'occuper, mais enfin, et Reagan lui dit non. Il revient quelques temps après avec un autre projet. Reagan lui dit non. La troisième fois, il revient. Reagan lui dit non. Et à la fin, il demande à Reagan, enfin, Monsieur le Président, bon, vous m'avez dit non 3 fois. Et Reagan lui a dit, j'en ai rien à foutre de ce qu'est votre projet. Ce que je veux, c'est que vous traitiez le problème. Et si ça marche pas, votre solution, je vous vire. Mais je n'ai pas du tout envie de savoir, justement, s'il faut baisser de 6%, 3%, ça m'intéresse pas et c'est pas, ça me regarde pas. Et il n'y a plus personne qui a cette espèce de truc de Reagan de dire, bon, ben, on a un problème, je sais pas, l'immigration, n'importe quoi, vous le réglez, puis si ça marche, ben, vous serez Premier ministre et peut-être la fois d'après le président, et puis là, si ça marche pas, je vous vire, quoi, puis c'est tout, quoi. Donc, il y a une espèce de... Tous les gens se réfugient dans de la technique pour éviter d'aller au fond du problème. Oui, mais ça, je crois que c'est parce qu'on a créé des écoles, l'ENA... De technique, avec des gens qui t'expliquent, qui sont capables d'expliquer pendant des heures que 3% de 6% ramenés au quota... Que Dieu existe ou que Dieu n'existe pas, d'ailleurs. Oui, voilà. Et en fait, il y a l'incapacité véritablement à prendre de la hauteur face aux questions, et aussi... Et de revenir à l'essence des choses. Et aussi, du coup, le système administratif est tel que personne n'endosse la responsabilité de ses décisions. Mais c'est le but du système administratif, c'est que personne ne soit responsable. Voilà. C'est toujours la même, c'est toujours pareil, quoi. Mais ils sont très contents d'eux. Monsieur Villeroy de Gallo qui m'explique qu'il va ramener l'inflation en dessous de 2% en 2024. Mais ce type est un malade. Mais dans une certaine mesure, tu vois, même à droite, là, petit aparté, mais que quand Éric Zemmour nous explique que c'est pas de sa faute, c'est parce qu'il y a Poutine et que la veille, il aurait gagné et que le lendemain, il ne gagnait plus. Mais si gouverner, c'est prévoir, est-ce qu'une campagne, ça n'est pas aussi prévoir l'imprévisible, comme par exemple le Covid? Je sais pas, on sort d'une histoire de Covid qui nous est tombée dessus en Deus Ex Machina, ce n'est pas out of the blue. Mais c'est pas le Covid qui est tombé. Oui, si on voit la Suède, c'est les mesures qui ont créé, c'est les mesures pour traiter le Covid qui ont créé un drame en France. Le Covid, il a créé aucun drame en Suède. C'est simplement les types, ces fameuses, qui ont pris des mesures, et c'est les mesures qui ont créé un désastre. Mon point était que dans le tournant de vie qu'on a actuellement, ça n'est pas hors de propos que de réfléchir au fait qu'une campagne ne va pas se dérouler de façon linéaire et qu'il faut anticiper le fait aussi qu'il va y avoir des surprises. Qu'il va y avoir des surprises et ne pas savoir s'adapter. Bah, c'est un peu comme quand tu mènes une guerre, tout à coup tu te trouves en terrain marécageux alors que tu pensais ça allait être sec, bah t'envoies pas ta cavalerie et tu te dis bah je m'adapte. Et ben là c'est un peu pareil, tu te dis bon il t'arrive un truc, hein, la Russie, voilà. Machin truc, et ben si t'as pas prévu de solution, bah c'est que ton plan il était merdique. Et surtout t'as pas fait un plan assez général ou pas, tu partais des principes, il aurait parlé des souverainetés, ben il y aurait eu aucun problème. Mais là si on parle que de mesures techniques pour se débarrasser d'une partie de la population qui vit en France dont on veut plus, ben d'un seul coup, ce qu'il raconte, c'est plus audible parce que c'est pas ce qu'on attend. Voilà, et ben c'est une faiblesse. Ah ben tout à fait. C'est-à-dire que tu n'es parti. C'est-à-dire qu'il est tombé. Il a dû être conseillé par des gens qui sortaient de ce milieu-là, mais il est tombé dans le truc français de se préoccuper avec soin de l'arbre et jamais de la forêt, quoi. Voilà. C'est Alors, donc l'implosion des GAFA, et alors, puisqu'on avait parlé de la crise inflationniste et que tu viens de parler du fait que les actions avaient eu un boom ces derniers temps, en inverse, on se retrouve sur un bear market des obligations. Oui, alors là, il se passe un phénomène, et là, je voudrais attirer l'attention des auditeurs. Bon, quand une crise inflationniste arrivait dans le temps, vous avez, mettons,
allez, on va faire simple, deux marchés des obligations. Les obligations, c'est l'État français qui émet des obligations pour financer les dépenses qui ne sont pas payées par l'impôt. Donc bon. Vous avez les obligations des pays développés, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis, etc. Et puis vous avez les obligations des pays émergents, le Brésil, l'Inde, la Malaisie, l'Indonésie, etc. Dans toutes les crises inflationnistes du passé, les obligations des pays émergents se cassaient beaucoup plus la gueule que les obligations des pays développés, parce qu'il y avait une sécurité juridique, etc. Or, dans cette crise-là, elle ne baisse pas, c'est nous qui baissons, c'est nos obligations qui baissent. Et je relie ça au fait, comme on l'a expliqué ici, que d'un seul coup, l'état de droit a disparu chez nous. Mmh. Tous ces gens-là se disent, mais attendez une seconde, j'ai vu les Russes, là, leur avez coupé on leur a tout piqué. Non, mais c'est pas ça, mais les oligarques qui vivaient à Londres, qui avaient Chelsea et tout, on leur a tout piqué sans qu'il y ait eu le moindre procès, ni rien du tout. On leur a tout piqué, donc les gars se disent, mais pourquoi j'irais financer les déficits de ces gars-là, puisque si jamais ça va mal, comme je le dis, je commence à sentir des pieds, ils me prennent tout. Mais sans compter qu'en plus, on avait vu que les Russes, à la base, achetaient beaucoup d'obligations d'État françaises. Donc ça doit nous manquer. Ça manque complètement. Mais en plus, à partir du moment où les Russes n'achètent plus, j'ai des informations qui arrivent du Moyen-Orient, etc., tous les types au Moyen-Orient sont en train de fermer leurs comptes à Genève, à Londres, à Paris et à New York pour les ouvrir à Dubaï ou à Singapour. C'est-à-dire qu'ils disent, il n'y a pas de raison que je mette mon pognon dans un endroit où s'il y a un trouble politique, si le type achetait une maison à Vancouver, le Chinois de base, c'est pas parce qu'il aimait Vancouver, c'est parce qu'il se disait, si ça commence à chauffer en Chine, j'aurai moins une maison où aller. Oui. Mais si on lui pique, il dit, je ne vais pas acheter ma maison à Singapour, je vais l'acheter à Singapour ou je vais l'acheter à Dubaï, etc. Donc, le gros avantage qu'on avait, c'est de la sécurité juridique, nous donner la possibilité de vendre nos actifs de façon, nos maisons, nos obligations, de façon considérable à ces autres pays, ce qui nous permettait à nous de vivre au-dessus de nos moyens. Mmh. Oui, parce que ça nous faisait rentrer des liquidités. Ça faisait rentrer des liquidités, et donc ça faisait que nos maisons montaient, et donc on les vendait au-dessus du prix, et donc on était très contents. Mais ça y est, c'est fini. Donc les marchés obligataires sont en train de se péter la gueule parce qu'ils ne sont plus achetés par les excédents d'épargne qui venaient des autres pays. Enfin, les marchés obligataires de nos pays, parce que des pays émergents, ça se passe bien. Eux, ils achètent très bien le marché. Donc ils se disent, pourquoi j'achèterais le marché obligataire français qui me donne du 0%, du 1%, c'est-à-dire du moins 3, moins 4% en termes réels, alors que je peux acheter, moi, brésilien, le marché obligataire brésilien qui me donne 9% ou 10%. Je ne vais plus l'acheter. Donc, du coup, nos marchés obligataires perdent ses acheteurs et s'écroulent. Et donc, on s'est tiré une balle, non pas dans le pied, mais dans la tête. Mais incroyable. Je vous dis, quand je vois ce qui se passe, j'arrive pas à y croire. Je me dis, mais aurait-il voulu que ce serait pas... Ah bah ça... Le plan se déroule, mais de façon absolument imperturbable. C'est la tragédie grecque. Tout le monde sait comment ça va se terminer. Mais on peut rien faire. On est là, bom, 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 il n'y a pas une connerie qu'on fasse pas, quoi. L'hubris. La chute du yen et du Korean won. Alors, c'est quand même surprenant, le yen, parce que justement, on nous posait la question il y a un mois. Il était très sous-évalué. Il était très sous-évalué. Et il est encore plus. Oui, alors, ils le font exprès, ils font leurs asiatiques. Non, encore. Alors c'est pas ça, c'est que là, il faut être un tout petit peu de technique. D'abord, il y a un peu de... C'est que les marchés obligataires, les Japonais ont des excédents d'épargne monstrueux. Bon, on en a souvent parlé ici. On a fait une émission spéciale Japon. On avait fait une émission, vous pouvez regarder le dossier. Et alors, ce qu'ils font, c'est que ils aiment beaucoup, comme les taux d'intérêt sont à zéro au Japon depuis 10 ans, dès qu'il y a un pays qui leur donne plus que zéro, par exemple les États-Unis, si ça leur donne du 2 ou du 3, ils vont acheter l'obligation américaine pour Madame Watanabe, qui est la Madame Watanabe, c'est notre veuve de Carpentras. Veuve de Carpentras, voilà. La veuve de Carpentras va acheter les obligations américaines. À ce moment-là, elle vend ses yens. Mm-hmm. Et elle achète des dollars. Ouais. Et comme nos marchés obligataires s'écroulent, c'est ce que je viens de dire, les taux montent.
Et comme les taux montent, Mme Watanabe se dit, c'est le pied, je vais faire du 3%. Donc elle vend son yen et elle achète oui, bah bien sûr. du dollar. Et du coup, le yen se pète la gueule. Mais ça, ils peuvent l'anticiper quand même. Alors, oui, mais puis ils ont des réserves de change, ils pourraient agir et tout. Mais le gouvernement japonais a décidé que lui, il empêcherait son marché obligataire de baisser. D'accord. Donc, ce qu'il fait, c'est que le marché obligataire japonais est donc quasiment bloqué à un rendement de 0,6% maximum. Ils ont dit les taux longs n'iront pas au-dessus de 0,6. De toute façon, je crois que tu avais dit qu'ils avaient très peu de marchés obligataires. Maintenant, il n'y en a quasiment plus. Mais ouais. Ça veut dire que... Donc, il faut prendre rendez-vous si tu veux... Il faut l'acheter. Mais, donc, les taux sont bloqués à 0,6. Si tu as 3% et 0,6, automatiquement, les gens arbitrent. Bah oui. Mais logiquement, ce qui devrait se passer, c'est que la monnaie... les marchés japonais, puisque le taux long devrait passer de 0,6 à 2 ou 2,5 pour que ça soit 50. Mais les Japonais ont décidé qu'ils ne voulaient pas faire ça. Donc ce qui se passe, c'est qu'ils impriment de l'argent pour acheter des obligations japonaises. Ce qui fait baisser le yen. Encore plus. Encore plus. Après, ça va les rendre super compétitifs à l'export. Ils vont, c'est pas possible, c'est même pas incroyable. Et les Japonais ont tellement fait ça depuis 10, 15, 20 ans qu'ils ont des réserves de valeur à l'extérieur du Japon qui fait que quand ils dévaluent en yens, tout le truc qu'ils ont acheté à l'étranger dans le passé monte en valeur puisqu'ils ont dévalué. Donc ça monte beaucoup. Et donc le Japon est le seul pays, à ma connaissance dans l'histoire, qui en dévaluant s'enrichit. Faut le faire. Les Japonais, c'est jamais comme les autres. Hein. Les Japonais, c'est pas pareil. Ils sont pas notés pareil. Donc en principe, quand on dévalue, on s'appauvrit. Ah ben non, mais ils ont tellement d'actifs à l'étranger que maintenant, quand ils dévaluent, c'est eux qui s'enrichissent. Donc ils n'en ont rien à cirer. Ouais. Pour eux, c'est un jeu à somme positive. Ils s'enrichissent et leurs entreprises deviennent plus rentables encore. Ça fait simplement que on va croiser de moins en moins de Japonais en voyage. On va croiser en voyage. Mais par contre, les voitures japonaises, tu vas en avoir un paquet en France. Hein. Oui, elles sont mignonnes, ça va. Quoi dire sur le yuan renminbi ? Alors là, c'est aussi Alors, le yuan a baissé vis-à-vis le renminbi, c'est la même chose, a baissé vis-à-vis du dollar un peu. Ben, évidemment, puisque le dollar, il y a une crise de liquidité. Mais il faut savoir que les Chinois se sont détachés du dollar en 2014. Ils ont dit, bon, à partir de maintenant, on flotte librement. Hein. En fait, comme toujours, c'est pas vraiment librement. Ils flottent, il y a l'autre qui ronfle. Hein. Comme un sonneur. Il y a l'autre qui ronfle. Bon. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'ils ont une espèce d'indice pondéré d'un certain nombre de monnaies qui suivent. Et donc, il y a le yen, il y a le Korean won, il y a l'euro, il y a le dollar, c'est issu d'une moyenne pondérée comme ça. Mais si le dollar monte tout seul et qu'il reste accroché au dollar, ils vont se surévaluer par rapport à toutes ces monnaies. Donc, ils ont décidé, il y a à peu près 5, 6, 10 jours, qu'ils allaient maintenant se détacher du dollar à nouveau et qu'ils allaient laisser baisser leur monnaie vis-à-vis du dollar pour ne pas se réévaluer trop par rapport au Japon, par rapport au Korean won, parce que ça les mettrait... Et tout le monde de dire, ça y est, l'écroulement du yuan, que tout le monde attend depuis la nuit des temps, l'écroulement de la Chine, ça a commencé. Sauf que, pour voir si une monnaie va s'écrouler, je regarde toujours le marché obligataire. Parce que c'est là où on voit vraiment les trucs. C'est la confiance. C'est la confiance dans sur 10 ans, dans le temps. Et le marché obligataire chinois, il continue à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que le marché obligataire européen en une seule monnaie. Donc ça veut dire que ce qui se passe, c'est un simple ajustement technique, mais que pour l'instant, à mon avis, il n'y a aucune perte de confiance. Donc, et je tiens à signaler que pour ceux qui travaillent à partir de l'euro, ceux qui nous écoutent, le marché obligataire chinois en euros, il est quasiment au plus haut toujours. Donc, en quelque sorte, c'est pas le yuan qui baisse, c'est le dollar qui monte parce qu'il y a une crise de liquidité, ce qui est autre chose. Je voudrais vous dire à ce propos, parce que certains d'entre vous demandent en commentaire ou nous envoient des mails ou demandent sur le site, on ne peut pas, par rapport à l'AMF, vous donner d'informations directes de placement. Vous savez qu'il faut des agréments en France pour ça, et nous, on fournit un conseil gratuit, comme ça, très généraliste. Donc, je suis désolée, mais on ne peut pas vous donner de références pour où placer, quoi acheter, en pratique, parce que c'est un métier. En revanche, ce qu'on peut vous dire, c'est de vous tourner vers Richard Détente, de la chaîne Grand Angle, qui, lui, peut vous donner ce genre de conseils pratiques, parce qu'il a
les dispositions juridiques. Nous ne les avons pas, ce n'est pas ce que nous souhaitons faire. Ou alors vous pouvez aller sur le site, lire, et il y a des gens sur le site qui disent « moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça ». Mais ça ne nous engage pas. Ça ne nous engage pas parce que, vous savez, c'est très normé en France et ce sont des dispositions très spécifiques. Et ça n'est pas, nous sommes une association quelque part, et nous n'avons pas vocation donc à pouvoir donner ce genre de conseils, malheureusement. C'est un métier, voilà. Donc ça, c'était le renminbi yuan. La crise des liquidités, bon, ça, on l'a vu, tu viens d'en parler sur les États-Unis. Alors la crise de liquidité, c'est très intéressant, parce que bon, le dollar, ça a été la monnaie dans laquelle tout le monde faisait du commerce, 70-80% du commerce mondial se passe en dollars, donc vous avez besoin de dollars pour faire du commerce. Mais c'est aussi la monnaie qui, par exemple, pour toute l'Asie et pour une grosse partie du monde, a servi à lever ce qu'on appelle des capitaux à long terme. C'est-à-dire si vous devez, par exemple, bâtir un barrage qui durera 50 ans, vous faites une demande de dollars, vous levez des dollars et vous faites votre barrage. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont endettés en dollars. Et quand le dollar se met à monter, eux, ça leur pose des problèmes parce qu'il faut qu'ils remboursent la dette, qu'ils fassent le service de la dette en dollars aussi. Donc quand le dollar monte, souvent ça déclenche des phénomènes de couverture, les gens commencent à paniquer parce qu'ils ont une dette. Imaginez le gars qui a emprunté, par exemple, en Hongrie, il y a une quinzaine d'années, qui avait emprunté parce que c'était pas cher en francs suisses, il a découvert qu'à l'arrivée que c'était très très cher d'emprunter en francs suisses, parce que le franc suisse était beaucoup monté, lui son zloty hongrois, ou je sais pas quoi, ce qu'est la monnaie là-bas, il n'était pas vraiment monté, donc il en a pris plein la tête. Donc emprunter dans une monnaie que vous contrôlez pas, c'est un truc qui peut être très dangereux. Oui, on l'a vu pour le Liban. Donc, on l'a vu pour l'Argentine, Et alors aujourd'hui, les marchés, le marché d'échange en particulier, agissent comme s'il y avait un énorme emprunteur en dollars qui avait un problème. Au bout d'un certain temps, vous vous dites, j'ai toujours dit que les crises de liquidité, c'était comme de pêcher à la dynamite. Vous envoyez un bâton de dynamite, ça pète à 50 mètres sous l'eau, vous voyez d'abord les petits poissons remonter. Puis après, tu vois Dexia. Après, vous voyez les cachalots, puis à la fin, vous voyez la baleine, vous savez qui était... Lehman Brothers. Donc, c'est vraiment de la pêche à la dynamite. Et aujourd'hui, les marchés agissent comme s'il y avait une baleine qui avait été touchée, mais elle n'est pas encore remontée. Vous voyez ce que je veux dire? Ça serait qui, la baleine? Je me demande si c'est pas l'Europe. Parce que l'Europe, elle avait quand même ses sources d'énergie qui étaient payées en euros. Maintenant, elle a dit, j'en ai plus. Non, je veux plus. Les riches sont très méchants. Donc, il faut qu'ils achètent de l'énergie ailleurs, mais en dollars. Ils les ont pas. Eux, ils n'ont pas accumulé des dollars depuis toujours, puisqu'ils pouvaient payer en euros. Ils n'avaient pas besoin d'avoir de dollars. Alors, c'est peut-être l'Europe qui, pour employer le terme technique, est short le dollar, et a besoin de le couvrir. Et, voilà, je ne sais pas, mais... Ça pourrait être d'autres. Je ne vois pas qui est assez gros pour déclencher des mouvements comme ceux qui sont en ce moment. Et nos banques sous-capitalisées, peut-être. Enfin, toi, tu dis l'Europe, mais l'Europe des pays. Est-ce que ça ne serait pas plutôt notre système bancaire? Ça peut être notre système bancaire qui aurait... On sait qu'il est sous-capitalisé. On sait qu'il est sous-capitalisé. On sait qu'il y a des loups. On ne connaît pas leur position. Mais alors, ça pourrait être des sociétés de matières premières qui auraient... Ça peut être dans le système d'assurance... Et de réassurance, oui. De réassurance dont j'ai parlé, où il y aurait des gens qui recouvrent des choses qu'ils ne pouvaient pas honorer. Je ne sais pas, mais... Mais les marchés le sauraient. Mais le marché, au bout de... Ça, je le saurais, parce que quand il y a quelqu'un de taille relativement petite qui a pris un pet sous la ligne de flottaison... Société Générale, à l'époque, vous l'aviez su. On le sait assez vite, parce que les types qui travaillent dedans, ça... Bon. Tandis que là... Je ne sais pas, j'ai l'impression que... Moi, à mon avis, ça peut être l'Italie, ça peut être la France, je ne sais pas exactement, des gens qui ont besoin d'acheter du pétrole. Mais l'Italie, au moins, n'a pas le déficit commercial que l'on a, et elle a une balance des comptes courants qui est meilleure. Qui est meilleure, etc. Nous, on a passé les 100 milliards de déficit, ça y est. Oui, ça y est. Ça y est. Donc on a à peu près 100 milliards de déficit, plus 250 milliards de déficit du budget. Donc on doit être très largement au-dessus de 10% du PIB. Et on doit, je crois qu'on a une tranche de dette qui arrive. Oui, une tranche de dette qui arrive, mais ça fait rien, la BCE l'achètera. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une crise de liquidité, que la crise de liquidité, parce que moi, j'en ai connu des crises de liquidité. Mais en principe, si vous voulez, j'ai toujours diagnostiqué la crise de liquidité à temps, mais je me suis toujours trompé sur le gars qui allait sauter.
Je veux dire, je disais c'est la Pologne et c'était la Suède. Je disais c'est oh là là, il va y avoir un drame en Russie et c'était l'Asie qui sautait. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux savoir quel est le gars qui saute parce que ça se passe au niveau des banques centrales. Et là, personne ne dit rien. C'est donc les banques centrales doivent savoir qu'il y a un loup, mais elles sont très très occupées à ne rien dire parce qu'elles essayent de ne pas déclencher la panique. Aussi bien, c'est le Portugal et on est... C'est bien, c'est le Portugal, c'est une grosse banque française, je sais pas, mais c'est... mais l'indice des banques baisserait plus si c'était le cas. Il a baissé, mais pas plus que le marché. Donc je me dis, là il y a un loup, mais je sais pas très bien où il est, quoi. Mais vous savez, ça sent le renard. Voilà, ça sent le renard. C'est quand vous vous baladez dans la forêt, que vous avez un peu d'expérience, etc. De temps en temps, il n'y a plus un bruit. Vous savez, il n'y a plus un bruit, les oiseaux chantent plus et tout. Vous le dites, ouh, il doit y avoir quelque chose qui se passe. C'est marrant parce que j'étais à la manif des Gilets jaunes à l'époque, avant qu'ils cassent l'Arc de Triomphe, juste avant, et j'étais avec un copain qui a l'habitude des manifs, qui est très militant depuis qu'il a 18 ans. Et tout à coup, dans la manif, pareil, il n'y avait plus un bruit, et il me dit, on va pas prendre cette rue, viens, on recule. Et bien 2 minutes après, il y avait les CRS qui chargeaient, enfin 2 minutes, 5 secondes après, on s'en serait pris plein la tête. Donc effectivement, je crois beaucoup en l'instinct de terrain de personnes qui ont l'habitude et de se dire que quelque part, il y a un moment où quand ça pue... L'armée américaine a fait des études tout à fait frappantes. Il y a des officiers comme ça, ou des sous-officiers, qui se baladent, je sais pas, à Bagdad, n'importe où, et d'un seul coup, sans qu'ils sachent pourquoi, ils disent à tous les hommes, tout le monde a couvert. Et ça pète 30 secondes après. Et je crois qu'on doit avoir une espèce d'instinct qui devient... C'est le cerveau reptilien. C'est le cerveau reptilien qui vous dit « Ouh là là, l'air est en train de bouger de façon normale, il y a quelque chose... » Et donc on sent qu'il y a quelque chose de pas normal. Et aujourd'hui, je sens qu'il y a quelque chose de pas normal dans le marché. Il paraît que les vaches sentaient à l'époque de très très loin les invasions militaires, que le lait tournait, ainsi de suite, parce qu'elles sentaient par la terre. J'imagine qu'effectivement, si tu as des bataillons de, je sais pas, 5000 hommes qui marchent à un endroit avec des chars ou ainsi de suite, tu dois le sentir. C'est ça. Et il paraît que les animaux sentaient de très loin. Enfin, les vaches, on s'en rendait compte. C'est comme les tremblements de terre. Les chevaux sortaient des écuries à toute allure. Les personnes au moment du tsunami, y avait un prêtre comme ça qui avait été sauvé parce que son chien, c'était, je crois, à Bali. Son chien est rentré dans les terres et a commencé à courir, donc il lui a couru après parce qu'il ne comprenait pas, donc il lui a couru après et il s'est retrouvé suffisamlement loin des plages pour pas se faire voir. Mais c'est ça, donc il y a des espèces de trucs comme ça où l'instinct commence à jouer un rôle. Et moi, alors je peux pas justifier vraiment ce que je dis, mais je dis d'abord les marchés réduisent, ensuite le dollar monte, les spreads se tendent. Tout ça, c'est des choses que j'ai déjà vues, ma bonne dame. Donc je dis, il est peut-être... Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant pour nous protéger ? Alors juste, j'aimerais terminer sur l'implosion des cryptos. L'implosion des cryptos, vous êtes un type, si vous voulez, vous avez joué les cryptos, vous gagnez un peu d'argent, etc. Et puis, vous commencez à prendre des claques en bourse, vous commencez à prendre des claques sur vos emprunts, etc. Donc, vous vous dites, je vais vendre mes cryptos. Donc, il faut bien vous rendre compte que quand un marché... C'est pas parce que les cryptos vont mal, c'est parce qu'en fait, le marché va mal, du coup, les autres marchés vont mal. Les gens liquident ce qu'ils peuvent liquider et ils liquident de la crypto. Moi, ce que je dis toujours, c'est que dans un marché... Quand un marché baissier, vous vendez pas ce que vous devriez vendre, c'est-à-dire les saloperies, vous vendez les seules choses sur lesquelles il y a encore un marché. Oui. On vend ce qu'on peut et non pas ce qu'on doit. C'est ça la drame du marché. Donc, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a toute une série de gens qui étaient peut-être en levier ailleurs, sur les GAFA, par exemple. Donc, en fait, tu te retrouves avec tes mistigris, parce que tu peux pas les liquider, et tu vends ce qui est liquide. Tu vends ce qui est liquide. Et il y a peut-être des gens qui sont obligés de vendre du crypto aujourd'hui, parce qu'il reste une certaine forme de liquidité dans les cryptos. Et donc c'est un signe de plus qu'on est dans une crise de liquidité. Et ça, c'est un truc très curieux qui est... C'est exactement l'inverse. Vous savez, quand je vous disais qu'au début, quand vous imprimez trop d'argent, ça va dans les marchés des actions. Mais quand il n'y a plus assez d'argent, c'est les marchés des actions et les cryptos qui dérouillent le plus, parce que c'est elles qui avaient gagné le plus aussi au début. Oui. C'est un effet de tuyau. D'un seul coup. Un effet de tuyau, c'est pas drôle. Enfin, moi... Et donc tout ça, j'ai déjà vu, j'ai déjà donné. Et est-ce que tu crois que quand tu dis que ça pourrait être... on n'est pas au courant de tout, est-ce que ça peut être aussi une implosion du Maghreb ? C'est possible.
qu'il commence à y avoir des pays dans le Maghreb qui sont vraiment... Bon, alors le Maroc est encore... là, on va avoir un changement de... Oui, mais il y a le Maroc, ça va. Le Maroc, c'est encore tenu parce qu'il y a des capitaux. Il y a des capitaux. L'Algérie, on ne sait pas trop ce qui s'y passe, mais à mon avis, ça ne doit pas être bon à voir. Mais c'est surtout la Tunisie qui est très inquiétante. Très inquiétante, parce que là... Et l'Égypte. L'Égypte, et il y a toute la Somalie, etc. Mais l'Égypte, la Somalie, tout ça, ça a 100 millions de personnes, et la quasi-totalité du blé vient d'Ukraine, de Russie, quoi. Donc là, c'est peut-être ça qui est en train de partir, quoi. Parce qu'avec une crise alimentaire et une crise énergétique, ça rend un certain nombre de pays, aussi africains, peut-être, très vulnérable. Les premières remarques que j'avais fait quand ils ont commencé à prendre ces mesures idiotes. Ah bah tout de suite, tu as parlé du Maghreb. Je parlais tout de suite en disant, oh là là, c'est toujours par là que ça part, quoi. Le printemps arabe, c'était parti sur des famines en Tunisie. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc, encore une fois, quand le système des paiements mondiaux, le système du commerce mondial, c'est une machine tellement compliquée que mettre un grand coup de tatane dedans et dire c'est parce que j'ai moralement raison de le faire, c'est ne rien comprendre. Ils ne se rendent pas compte de la vie de tous ces gens qui dépendent de leurs décisions et auxquels ils ne pensent pas. C'est-à-dire auxquels ils ne pensent pas. Des horreurs en chaîne. Mais encore une fois, pardon, mais on est sur un commandement 14-18 avec les officiers qui ripaillent en arrière. À Bruxelles. Voilà, à Bruxelles. Et puis les autres, ils sont envoyés au front. Ils sont tués. Mais les autres, ils sont peut-être en Égypte en ce moment. En Égypte ou à Tunis. C'est ça, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont fait. Ou à Bizerte. Voilà. Donc, encore une fois, il faut faire attention. Alors, je regarde un petit peu les conseils qu'on a donnés dans l'Institut des libertés. Je me dis, bon, l'or, il faut en avoir, c'est évident. Bon, les obligations chinoises, c'est encore ce qui se fait de mieux. Et puis en plus, elles se débrouillent pas trop mal, même si elles ont un petit problème en ce moment. Et mes actions, qui sont des actions qui n'ont rien à voir avec les États et tout à voir avec des vrais besoins, du style Eric Licht, Schneider, etc., bon, ça me paraît à peu près pas mal, quoi. Il faudra peut-être un jour réfléchir, mais je sais pas, s'ils réussissent pas à acheter des obligations chinoises, ils vont pas acheter des obligations indonésiennes, c'est vachement difficile, ça. Donc, mais après, t'as des EFT qui... T'as des ETF qui peuvent le faire. Pourquoi j'en fasse qui peuvent le faire, mais il va falloir peut-être réfléchir un petit peu, mais en tout cas, le conseil de ne rien avoir qui dépende des gouvernements européens ou américains me paraît essentiel. Et là, je voudrais dire quelque chose sur la technologie militaire et la technologie de la santé. Parce que ce dont on est en train de se rendre compte en Ukraine, vous savez, un avion d'assaut, etc., les grands avions américains de combat, là, ça coûte 350 millions de dollars, l'avion. Le pilote, pour le former, c'est au moins 2 millions de dollars, il a une durée de vie de 10 ans, etc. Bon, les tanks, ça coûte des cents et des mille, enfin tout ça. Et aujourd'hui, vous avez des drones qui sont faits par les Turcs, les Russes ou les Israéliens, qui coûtent 700 000 dollars. Et on se rend bien compte que ce qui a gagné la guerre de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie, c'était les drones turcs. Donc ça veut dire que peut-être les Russes sont en train de se rendre compte qu'envahir le pays d'à côté, c'est facile, mais c'est beaucoup plus difficile qu'il y a 40 ans, parce que vous avez ces drones qui vous flinguent très très bien. Vos trucs, si vous perdez un truc à 350 millions de dollars, c'est quand même une... Oui, vous êtes énervé. Vous êtes énervé, tandis qu'un truc à 700 000 dollars qui peut être rechargé, se reposer, recommencer, etc., ça vous tue pas. Et donc, le coût du maintien de la paix a peut-être baissé énormément à cause des drones. C'est-à-dire qu'il se passe... Grâce, oui. Il se passe peut-être pour l'équipement militaire ce qui s'est passé pour les ordinateurs, qu'on est passé des mainframes, des machins d'IBM, aux petits trucs portables. C'est-à-dire que maintenant, la défense, ça devient peut-être un truc... tu ne peux pas envahir le pays d'à côté, mais par contre, tu peux très bien te défendre et vraiment causer des dommages. Et donc, cette espèce de course à l'échalote qui n'en finissait pas vers des armements de plus en plus chers aujourd'hui, c'est peut-être fini aussi. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que... Ça veut dire que les Russes sont en train peut-être d'enseigner au monde qu'envahir le pays d'à côté, c'est peut-être pas une bonne idée, quoi. Ici, voilà, ça. Mais moi, honnêtement, depuis le début, je vois cette
crise énergétique, enfin ce conflit russe, comme une troisième guerre mondiale, différente. C'est-à-dire qu'on est passé dans un monde où on ne se tape plus sur la tête avec des baïonnettes, grâce au ciel, mais enfin à la fin de la journée, ça va peut-être tuer des gens exactement pareil si on a des crises alimentaires pas possibles. Mais ailleurs, exactement. Mais en attendant, c'est un rapport de force tout aussi prégnant que de se taper sur la tête avec des mitraillettes. Oui. Et mais là, mais le coût n'est plus le même. Autrefois, celui qui dépensait le plus dans l'armement était celui qui gagnait. Eh bien, c'est pas certain. Non, aujourd'hui, c'est celui qui a les matières premières. Non, c'est pas simplement les matières premières, c'est qu'aujourd'hui, il a le drone qu'il achète en Turquie pour pas cher et qui détruit des armements. Oui, toi, tu continues à parler armement, mais moi, je parle en termes de ratio psychologique et de rapport de force. Aujourd'hui, un pays fort, c'est un pays qui, quelque part, est antifragile, aurait son autarcie. Ça, c'est pas sûr, c'est un autre débat. Mais ce que j'essaye de dire, c'est simplement que, comme disait ce brave Voltaire, il disait, dans l'histoire, quand même, Dieu a toujours plutôt favorisé les grandes armées par rapport aux petites, quoi. Et ça me paraissait en effet, ça a été vrai. Et aujourd'hui, c'est peut-être plus le cas. C'est-à-dire que le fait que tu sois extrêmement riche, extrêmement puissant, que tu t'achètes les meilleures armes, les meilleurs trucs, ça sert peut-être à rien parce qu'ils se font détruire par un machin qui coûte 3 fois rien. Oui, je comprends ce que tu dis. Donc c'est pas du tout une question, c'est simplement que maintenant, ça sert à rien de dépenser des milliards. Et les Européens, encore une fois, ont rien compris parce que à peine ils avaient envahi l'Ukraine, qu'est-ce que faisaient les Allemands? Ils commandaient 100 avions à 350 millions de dollars chacun. Mais tu te dis, mais ils sont complètement cons. C'est exactement ce qu'il fallait pas faire. Donc moi, c'est ça qui me sidère. Et alors, la deuxième chose, c'est qu'on se rend compte aussi que ces dépenses de santé qu'on fait, qui explosent tous les budgets, etc., l'espérance de vie commence à baisser dans tous les pays. Donc, en France, là, j'ai vu... à quoi ça sert ? J'ai vu un truc horrible, c'est la hausse de la mortalité infantile. Et on n'arrive pas à l'expliquer. Donc, aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que la solution qu'on a prise de dépenser toujours de plus en plus pour la santé dans des produits de nature chimique, etc., ça ne marche plus. Donc il faudrait peut-être faire ce que dit Raoult, c'est-à-dire aller voir toutes les cellules qu'on a inventées, les nouveaux trucs qu'on a inventés, et voir si par hasard, celles dont on sert pour guérir du rhume des foins, guérir pas le cancer aussi, tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il faut peut-être chercher dans des trucs sur lesquels il n'y a pas une rentabilité immédiate, mais cette espèce de folie qu'on a de plus on dépense d'argent, plus ça marche, ben on a peut-être atteint pour la défense et pour la santé, qui sont les deux gros postes, le moment où on atteint la rentabilité marginale du capital investi qui baisse. Et il faut peut-être arrêter ça pour faire autre chose. Et c'est peut-être là aussi qu'il y a un effort de compréhension à faire, mais ce n'est pas les crétins qui nous ont amené tout ça qui vont le faire. Ben non, on ne demande pas aux gens qui nous ont causé des problèmes de trouver des solutions. Donc, c'est-à-dire que cette guerre d'Ukraine met en lumière deux faillites incroyables, et la crise du Covid avant, deux faillites incroyables de notre système, le fait que l'espérance de vie baisse, et le fait que des avions, des chars, etc., peuvent se faire détruire par un lance-pierre. C'est l'histoire de David et de Goliath. Donc c'est quand même, ça, c'est des éléments qui sont quand même plutôt positifs. Voilà. Écoutez, j'espère qu'on ne vous aura pas trop déprimé une fois encore dans notre semaine de récapitulatif. Encore une fois, je vous enjoins à trouver cette semaine, dans la semaine qui arrive, la meilleure déclaration idiote. Nous, on a mis, c'est nous qui commençons. Hein. Oui, avec Villeroy de Galhau, là, on tient quand même un champion. Voilà. Et d'ailleurs, on le ressortira dans un an dans 2 ans, du coup, pour rigoler. 2024. L'inflation en dessous de 2%. En dessous de 2%. Je prends le pari. Je prends le pari, voilà. N'hésitez pas à le jouer placé. Voilà. Merci encore de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.